travail. Alors, donc, je vais répondre en fait directement d'abord à la question. Au fond, le point de départ, moi, de cette recherche, c'est au fond, j'ai voulu m'interroger sur la réalité de ce qu'on pourrait appeler, au fond, la consistance de l'économie. Je me suis demandé, je m'intéresse au travail depuis pas mal de temps, j'ai fait pas mal de recherches, d'observations sur le travail au sens véritablement de l'activité, c'est-à-dire de qu'est-ce que font les gens, qu'est-ce que font les gens qui travaillent, et quel que soit le secteur. Et je voulais essayer de saisir, quand on se place du point de vue du travail, c'est-à-dire du point de vue de ce que je dois faire en tant qu'activité, quelle que soit encore une fois la nature de l'activité, et en fond, qu'est-ce que c'est que l'économie, en quoi ça consiste. Et par là, je voulais d'une certaine manière sortir d'une lecture pertinente, mais qui me semblait trop générale. Je dirais qu'on pourrait appeler une lecture au fond macroéconomique, dont la critique serait aujourd'hui ce qu'on appelle au fond le néolibéralisme, le néocapitalisme, etc., qui sont évidemment des éléments importants qui vont venir structurer le travail, mais dont je ne suis pas sûr que ça me dise véritablement quelque chose, je dirais, de saisissable, de concret par rapport à l'activité. Alors j'ai voulu essayer, c'est le premier, mon premier point que je voudrais très très rapidement exposer, j'ai voulu essayer au fond de définir empiriquement ce qu'était le travail, et je crois que de ce point de vue-là, on peut le définir comme étant en quelque sorte quelque chose qui est de l'ordre de la rationalisation gestionnaire. Au fond, c'est l'impératif de la rentabilité. Quand je travaille et quand je me confronte à l'économie, l'économie, d'une certaine manière, prend cette forme, cette figure, cette consistance, et je crois qu'on peut le ramener à cette exigence de rentabilité, et qui va se traduire dans le travail de manière assez classique, en quelque sorte, par un ensemble d'outils, ce qu'on appelle les fameux outils de gestion. C'est les contrôles des coûts, c'est le management par les objectifs, c'est les indicateurs, c'est le reporting, c'est la comptabilité analytique. Bref, ce sont ces supports, au fond, qui donnent, me semble-t-il, une certaine forme de consistance donc à l'économie de manière plus générale. Partant de là, j'ai fait en quelque sorte deux hypothèses, donc à la fois de me dire que l'économie est incontestablement extérieure à l'activité en tant que telle, ce sont les politiques économiques d'une organisation ou d'une entreprise, mais aussi, et c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que je voudrais essayer de développer, l'économie en quelque sorte, elle est contenue dans l'activité, c'est-à-dire l'idée, pour le dire de manière très simple, c'est quand je travaille, eh bien, je vais d'une certaine manière toucher à l'économie ou surtout intégrer des éléments de l'économie dans mon travail. Et donc ici, à la suite, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à la suite d'une certaine manière d'un entretien principalement, j'ai construit mon raisonnement de la manière suivante, qui était de me dire, et j'ai pris une métaphore qui est ce que j'appellerais au fond l'étaphore de l'étagère. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est l'idée, c'est que quand je travaille, au fond, je mobilise un certain nombre de registres ou un certain nombre de critères. Je dois respecter des règles et je dois respecter des normes. Je dois respecter un savoir-faire qui me permet de faire mon travail. Je mobilise en quelque sorte des habitudes. Bref, l'idée ici, j'ai une étagère et j'ai des boîtes. J'ai une boîte qui s'appelle des règles et des normes. J'ai une boîte qui s'appelle des habitudes. J'ai une boîte qui s'appelle ce savoir-faire. J'ai aussi une boîte, par exemple, qui s'appelle une règle éthique. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. Et puis, il y a une boîte qui s'appelle l'économie et que je vais mobiliser. Évidemment, j'ai un savoir technique, etc. Bref, je ne vais pas décrire tous les éléments potentiels au fond de cette équation, d'une certaine manière. Et le travail, c'est une sorte de mise en équation de ces différents éléments. Et la question que je me suis posée, c'est cette variable ou cette boîte, si je reprends cette image de l'étagère ici, elle est acceptable, eh bien, en fond, quelle est d'une certaine manière, deux questions très très simples. Quelle est la taille de cette boîte? Est-ce que cette boîte écrase tout? Est-ce que c'est la dominante, sous-entendu la boîte économique, vous m'avez bien compris? Est-ce que c'est celle-là qui commande l'ensemble du reste? Donc, ce sont les critères économiques de la rentabilité qui vont commander tout le reste? Ou est-ce qu'éventuellement, il peut y avoir des équilibres, des rééquilibrages, voire même éventuellement une autre boîte qui viendrait en quelque sorte, non pas chasser la première, parce que ça, je ne crois pas que ça existe, mais en tous les cas, peut-être amoindrir
en quelque sorte son poids. Voilà donc en quelque sorte le point de départ. Et sur cette base, et donc ce que je vais essayer de présenter brièvement, donc c'est au fond interroger cette emprise donc de la gestion, cette emprise gestionnaire. Et il me semble, et ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer donc de me placer du point de vue de l'activité, donc de ceux encore une fois qui travaillent, et d'essayer donc de saisir ce qu'était donc cette fameuse économie. Et il me semble qu'il y a trois configurations possibles. La première configuration, donc ce que je vais développer très brièvement après, la première configuration assez classique et assez attendue finalement, c'est l'idée que l'économie, donc l'exigence de rentabilité de la performance économique, abîme le travail, entrave le travail, m'empêche de faire, je le développerai. Le deuxième et les deux derniers qui en fond m'intéressent le plus parce que c'était moins attendu peut-être, je le dirais comme ça, c'est la notion de réversibilité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, au fond, les équilibres entre les boîtes, eh ben, elles peuvent bouger. Et la troisième chose, c'est l'idée que finalement, l'économie va pouvoir avoir une certaine forme de légitimité à partir du moment où elle change de statut, et c'est ce que j'ai appelé lorsqu'elle permet de clore, c'est-à-dire de finir l'activité. Alors juste deux mots, mais très très brièvement, parce que je ne veux pas être trop long d'abord. Alors j'ai pour cela, au fond, développé mes observations dans deux univers, donc comme Dominique l'a précisé tout à l'heure, qui n'ont a priori rien à voir, mais pourtant je vais essayer de montrer qu'il y a un point en commun. C'est d'une part donc des ingénieurs et techniciens qui travaillent dans l'automobile, et d'autre part donc des médecins hospitaliers. Donc évidemment, ils ne font pas le même boulot, ils ne sortent pas des mêmes mondes, ils ne travaillent pas la même matière, si je peux parler comme ça, etc. etc. Pourtant, me semble-t-il qu'ils ont deux points communs. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est que le premier point commun, c'est que fondamentalement, les ingénieurs et techniciens, que je vais mélanger par la suite, je vais dire que c'est comme si c'était la même chose, vous m'excuserez du raccourci, donc mes techniciens d'un côté et mes médecins hospitaliers de l'autre, ils s'identifient très fortement initialement à un métier. Au fond, je dirais de manière très simple, un technicien, il imagine, j'insiste sur cette idée d'imagine, il s'imagine, mais au sens fort du terme et noble du terme, qu'il va avoir à résoudre des problèmes techniques. Son identité professionnelle, c'est de trouver des solutions techniques pour faire telle ou telle chose sur une voiture, peu importe là où il intervient sur la voiture. Et le médecin, d'une certaine manière, il s'imagine qu'il va soigner les patients. L'un comme l'autre, c'est ça fondamentalement, je pense, le cœur de leur identité professionnelle, je dirais, préalable. Or, quand ils se font embaucher dans un hôpital d'un côté, dans chez un fabricant d'automobiles de l'autre, mais je pense qu'on pourrait évidemment étendre ça, d'une certaine manière, ils découvrent quelque chose qu'ils ne pensent pas a priori, qui s'appelle une organisation. Et cette organisation, un des éléments, c'est donc cette exigence de rentabilité. Premièrement. Deuxièmement, ce qui est aussi tout à fait frappant, c'est que ni les uns ni les autres n'ont, dans leur parcours, je dirais, initiatique, donc la formation, la moindre formation à l'économie. C'est quelque chose, alors j'ai en particulier, alors chez les ingénieurs et techniciens, c'est très compliqué d'aller vérifier tellement il y a une multiplicité de manières d'y rentrer, d'écoles, de structures, etc. Mais à l'hôpital, par exemple, je me amusais, entre guillemets, à regarder les différents sites les différentes facultés de médecine en France. Alors, je ne dis pas que j'ai toutes faites, hein, mais et donc c'est assez facile aujourd'hui d'avoir accès au programme d'enseignement. Il n'y a pas d'enseignement à l'économie. Avec juste une parenthèse ici, ce qui est assez intéressant, c'est qu'une très grande partie des médecins vont être des médecins libéraux, donc ils vont avoir de la gestion par exemple à faire, ce qui n'est pas rien quand on a un médecin libéral, parce qu'il faut aussi pouvoir s'occuper, je dirais, correctement de sa boutique, si je peux parler comme ça. Il n'y a pas de formation. Ça n'existe quasiment pas, c'est quelque chose qui est absent. Un médecin, encore une fois, il est formé pour soigner au mieux des pathologies des patients, etc. Donc, des deux côtés, il me semble que voilà, une identification professionnelle très forte à un objet et de l'autre côté, une forme d'absence, au fond, de repères. Alors, juste comment se traduit cette économie? Donc, si je me place du point de vue de mes techniciens, fondamentalement, on pourrait dire l'économie, ça se réduit à deux éléments, c'est des coûts et des budgets dont on dispose ou on ne dispose pas pour faire ce que l'on a à faire, avec l'idée donc de faire des économies.
En clair, la voiture sur laquelle je suis en train de travailler, ou les éléments de la voiture, si je suis spécialiste de la boîte de vitesse ou de tel ou tel aspect de la voiture, de l'acoustique ou tout ce que vous voudrez, il faut que j'imagine, que je conçoive cet élément en faisant des économies, c'est-à-dire en faisant que la pièce qui va être introduite dans telle ou telle voiture coûte le moins cher possible. On le verra, je reviendrai très brièvement tout de suite, soit à l'achat, soit à la fabrication en tant que telle. Et chez les médecins, bon, c'est quelque chose qu'on connaît bien aujourd'hui. Ce qui, en quelque sorte, orchestre l'économie, c'est la fameuse T2A, la tarification à l'activité. C'est-à-dire, c'est un système aujourd'hui, au fond, comptable, très complexe, sur lequel je ne vais pas m'étendre parce que ça c'est trop long, comptable, donc des actes à l'hôpital. Et aujourd'hui, pour le dire très brièvement, au risque de faire évidemment des raccourcis, les hôpitaux sont en très grande partie financés au nombre d'actes qu'ils produisent. Je prends un exemple, vous m'en excuserez, extrêmement grossier. Je suis un hôpital, donc je suis en pure hypothèse, etc., spécialisé de l'appendicite. Plus je fais d'appendicite, plus je reçois des recettes importantes, sachant que l'appendicite est indexé, etc., etc. Donc, bon, et donc, c'est ce mécanisme, et ça veut dire que chez les médecins, ça va se traduire de manière très concrète par une pression très forte sur ce qu'on appelle le taux d'occupation des lits. Il y a des lits, il faut qu'il y ait des malades dedans, parce que quand ces lits sont inoccupés, ça coûte cher, ça mobilise du personnel, ça mobilise de l'équipement, mais cet équipement ne travaille pas, donc ne génère pas de la recette. Et ça se traduit aussi par une incitation très forte à la diminution des durées de séjour, parce que là aussi, à part les cas très très particulier où il y a des interventions régulières à faire, la moitié du temps à l'hôpital, on se fait opérer, puis le reste du temps, on est en observation. Bon, et donc là aussi, l'observation, ça coûte d'une certaine manière, mais ça ne rapporte pas, pour le dire très rapidement. Donc, trois éléments sur lesquels je vais être rapide pour poser juste le décor. Premier élément, donc, l'idée que lorsque je me place du point de vue de l'activité, l'idée dominante, mais qui est assez classique et au fond que vous connaissez évidemment très bien, c'est l'idée que le travail, donc l'économie, pardon, abîme le travail. Au fond, ce qui est très intéressant ici de noter, c'est que l'économie est perçue en fait en quelque sorte comme un corps étranger, et est perçue, et il y a un véritable discours qui est en quelque sorte sur un registre de l'ordre du pur et de l'impur. C'est-à-dire que ce qui est pur, c'est encore une fois ce à quoi je m'identifie. Je fais des voitures où j'interviens sur les éléments de la voiture, d'accord, d'un côté, ou je soigne des patients. Et au fond, tout ce qu'on me demande, tout ce qui relève de la gestion, de la comptabilité, est perçu donc comme étant une entrave au travail, ce qui vient abîmer le travail. Et ce qui ressort ici, c'est le travail empêché. Je ne peux plus faire correctement le travail parce que je n'ai pas suffisamment de moyens, parce que les délais se raccourcissent, parce que la pression, etc., etc. Et donc, de ce point de vue, l'économie est perçue comme étant relativement illégitime au regard, encore une fois, de l'image que je me fais du travail. Alors, très rapidement, là aussi, chez les ingénieurs et techniciens, au fond, ça se traduit comment? Alors, ça se traduit d'abord, c'est très intéressant, et chez les médecins aussi d'ailleurs, par un sentiment de renversement, au fond, des valeurs et de la hiérarchie. Dans le monde de l'automobile, jusqu'alors, alors c'est très compliqué de dater, hein. Donc je parle de manière, je reviendrai éventuellement à la discussion si vous le souhaitez. Le jusqu'alors est évidemment imprécis. Et grosso modo, au fond, ici, les ingénieurs et techniciens le font remonter au tournant des années 80. Mais c'est discutable et puis ça dépend des éléments, etc. Mais donc, il y a l'idée que ce fameux jusqu'alors, donc au fond, celui qui dominait dans le monde de l'entreprise automobile, c'était l'ingénieur, c'est-à-dire c'est la figure du technicien, c'est celui qui sait ce que c'est qu'une voiture, pour le dire très rapidement, c'est-à-dire qui connaît les composants, qui connaît le moteur, qui connaît la motorisation, qui connaît l'aérodynamique et qui cause, si je peux parler comme ça, qui cause technique. Depuis donc cette période et qui n'a cessé de s'accélérer, l'idée est que ceux qui ont pris le pouvoir d'une certaine manière, ce sont les gestionnaires. Une image qui revient très souvent, il y a l'idée que dans les discours, les gens disent au fond,
Aujourd'hui, à la droite du PDG, c'est plus le directeur de la direction technique ou de l'ingénierie, peu importe comment elle s'appelle selon les endroits, c'est aujourd'hui le directeur financier ou le directeur des achats. Et cette image est vraiment mais extrêmement présente. Et donc le sentiment que, en tant qu'ingénieur, en tant que technicien, notre parole, d'une certaine manière, est dévalorisée. On ne compte plus. Notre avis, au sens de notre avis de technicien, n'est plus aujourd'hui important. Ce qui est important, c'est la réduction des coûts, c'est la tyrannie de ce qu'ils appellent le moins-disant, etc., etc. C'est-à-dire en clair, puisqu'aujourd'hui une très grande partie dans l'automobile est l'objet de sous-traitance d'une certaine manière pour aller très rapidement. On achète essentiellement donc des composants pour une automobile, on les fabrique de moins en moins, et donc ici, c'est la direction des achats, au fond, qui a le dernier mot. Et quand il y a un choix qui se fait entre deux solutions techniques, c'est pas la question technique ici qui l'emporte, c'est la question du coût donc de la pièce en tant que telle. À l'hôpital, eh bien, c'est d'une certaine manière la même chose, sauf qu'évidemment, les enjeux ne sont pas de même nature. La fameuse T2A, la tarification à l'activité, c'est l'idée donc d'une emprise au fond de la gestion, avec l'image, et là aussi, je m'excuse, je vais rapidement, donc j'ai fait un peu des raccourcis, l'idée qu'aujourd'hui, un bon hôpital, d'une certaine manière, c'est pas celui qui soigne bien. Un bon hôpital, c'est celui qui rapporte, c'est-à-dire c'est celui qui fabrique de l'activité et qui est capable donc de monter des projets pour fabriquer de l'activité. Ce qui conduit les médecins ici à dire que au sein de l'hôpital, quand on discute, notamment dans les fameuses instances qui s'appellent les CME, les commissions médicales d'établissement, au fond c'est le conseil d'administration de certaine manière de l'hôpital, eh bien on discute gros sous, on discute équilibre financier et on ne discute pas orientation médicale, choix de telle ou telle technique au regard d'une solution médicale, mais on discute éventuellement choix d'éventuelles techniques au regard de ce que ça pourra apporter en termes donc de recettes, tout simplement. Est-ce que ça permet de faire ceci ou cela? Donc ici, au fond, le même sentiment parallèlement, alors qu'on a vraiment deux mondes qui ne sont pas les mêmes, hein, et je ne dis pas que ce sont les mêmes, mais on a le sentiment chez les médecins aussi, une sorte de mise sous tutelle par donc la rhétorique, l'emprise gestionnaire ici qui s'impose avec l'idée donc on ne parle que de finances et que tout est commandé par des indicateurs très précis qu'on demande au service où en êtes-vous au regard des objectifs que l'on vous fixe. Pour vous donner une idée très simple et que vous devez bien connaître évidemment, c'est par exemple dans les maternités, eh bien, on fixe des objectifs aux maternités, c'est-à-dire qu'il faut faire tant d'accouchements. Et si la maternité n'atteint pas ces objectifs, alors elle est mise en péril puisque elle n'a pas justement assez de recettes. Et cette observation donc, sur les maternités sont valables dans quasiment tous les services, à l'exception de quelques-uns dans la psychiatrie, par exemple, qui n'est pas sous le règne de la tarification à l'activité. Donc ici, premier niveau, incontestablement, si je reprends mon image donc, de l'étagère ou de l'équation, incontestablement, le récit est ici. La boîte dominante, le critère dominant, ce qui commande aujourd'hui le travail, mon travail, la manière dont je dois le faire, c'est sous l'emprise donc de cette rentabilité économique dans mon équation, l'économie est la variable majeure d'une part, et d'autre part, celle qui écrase en quelque sorte toutes les autres, d'où cette idée du travail abîmé. Deuxième aspect, donc la réversibilité. Donc jusqu'alors, d'une certaine manière, le discours dominant, c'est de dire, et qui est très largement relégué, hein, c'est au fond, l'économie se présente systématiquement comme une sorte de loi, c'est-à-dire l'économie dit au travail, et donc à ceux qui le font, dit au fond ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. C'est la fameuse expression qu'avait sortie Margaret Thatcher quand elle avait dit There is no alternative, le fameux TINA, c'est-à-dire que c'est l'impératif économique qui nous dit ce que l'on peut faire ou ce que l'on ne peut pas faire. Or, en réalité, ce qui est intéressant de constater aussi, c'est que cette frontière, en réalité, entre le possible et l'impossible, à la fois, elle est constamment rappelée, mais elle est en réalité beaucoup plus floue, d'une certaine manière, beaucoup plus incertaine qu'on ne le dit. Dit autrement, dans bien des situations,
ce qui était impossible, en réalité, se révèle quelquefois possible. Alors évidemment, la crise que l'on traverse aujourd'hui avec le coronavirus en est l'exemple même. C'est la fameuse phrase là aussi. Donc si j'ai cité Thatcher, je peux citer aujourd'hui Macron, qui consiste de dire donc le fameux quoi qu'il en coûte. Rappelons-nous, la dette c'est impossible, on ne pourra pas survivre, on n'existera pas, nous allons couler, etc. La Grèce aurait censé normalement devrait disparaître, il n'y a pas de, et elle est toujours là. Bon bref, je ne veux pas vous raconter des trucs que vous connaissez aussi bien que moi, voire même probablement mieux que moi. Bref, renversement ici. Alors, ça ne veut pas dire que l'économie disparaisse, mais ça veut dire que cette notion de réversibilité amène un autre aspect sur le travail. Au fond, c'est sa complexité qui est quelquefois oubliée quand on est dans le premier regard, en quelque sorte. Au fond, ici, je ne l'ai pas dit, mais on peut l'exprimer comme ça. Ce que j'ai essayé, c'est je prends mon travail, l'activité, et puis j'essaie de faire tourner ma caméra d'une certaine manière autour de ce travail pour voir différents angles. Ici, je change d'angle et donc je ne fais pas disparaître le premier, ce n'est pas du tout mon propos, mais c'est d'essayer de saisir qu'il y a autre chose. Au fond, il y a de la résistance. Et ce qui est intéressant, c'est que cette résistance, elle peut être évidemment le fait de ce qu'on appelle des acteurs, donc ici des salariés, on le verra, mais elle peut être aussi le fait justement des autres critères qui interviennent dans le travail. Donc là aussi, si je reprends mes deux univers, qu'est-ce que je peux en dire très, très brièvement? Justement, dans le cas de l'automobile, par exemple, c'est quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a aussi évidemment d'énormes contraintes en termes de règles et en termes de normes. J'en prends une seule, qui est par exemple la pollution. Eh bien, il suffit que les normes environnementales changent pour que donc les automobilistes, les automobilistes, oui, soient obligés donc de se plier aux normes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de faire des tests, de faire de la recherche, donc de faire de la technique pour essayer d'améliorer la performance encore une fois, du moteur de la boîte de vitesse ou de je ne sais trop quoi, devient possible parce qu'il y a un changement de règle. En clair, ça veut dire qu'il n'y avait pas de moyens. Dorénavant, il y a des moyens. Alors, au moment où j'ai fait mon enquête, il y avait notamment un très très fort investissement du côté de la voiture électrique. Ben là, incontestablement, alors c'était très intéressant, je passais d'un service à l'autre d'une certaine manière. J'étais dans le service de la voiture thermique, donc classique. Les gens continuaient à nous dire « je suis écrasé par la contrainte, etc. etc. » Vous alliez dans le bureau d'en face, c'est pas exactement comme ça que ça marche, mais ça revient à peu près à ça. Les gens, évidemment, avaient un tout autre discours parce que là, l'investissement, l'idée qu'il y a ce développement de marché, donc on est bien dans une logique économique, évidemment. Il ne faut pas se raconter l'histoire, mais qui va complètement modifier les choses, puisque là, d'une certaine manière, il y avait véritablement, comme le disaient d'ailleurs les gens, une espèce d'appel d'air qui existait parce que de nouveau, il y avait des moyens au regard soit d'une politique donc économique, soit de contraintes qui peuvent exister en termes, encore une fois, de règles, de normes, etc., etc. Deuxième aspect aussi qui est très intéressant, c'est dans cette espèce de conflictualité permanente entre, on va dire, les finances et la technique, pour aller très rapidement, il y a aussi, d'une certaine manière, la capacité des acteurs de récupérer des arguments économiques pour essayer de faire valoir leur point de vue. J'en donne un exemple très simple, et ici, au fond, c'est l'argument classique, évidemment, qui est de contester, au fond, de dire que les économies qu'on nous fait faire, eh bien, au fond, ne font pas faire des économies. Bon, c'est le truc classique, c'est-à-dire c'est la critique de l'économie à court terme qui, à moyen terme, en réalité, conduirait à ce que les choses soient plus chères. Et ici, évidemment, ce qui est très intéressant, c'est l'invocation de la figure du client. La grande crainte ici, dans tout ce qui est de la production, c'est tout ce qui est à avoir avec les réclamations, c'est-à-dire la peur qu'à un moment donné, il y a un souci. Et vous avez tous entendu parler de ces fameux exemples, notamment c'est Toyota dont on avait le plus parlé à l'époque, qui avait rappelé je ne sais combien de millions de voitures parce qu'il y a eu un défaut, je ne sais plus du tout de quelle nature il est, peu importe, et donc évidemment, ça coûte. Et donc ici, pour contester au fond les orientations, on invoque là aussi, on peut invoquer d'une certaine manière l'économie en disant attention, la pièce que vous me demandez aujourd'hui d'utiliser, etc. Moi, je vous montre sur des critères techniques qu'elle n'est pas fiable,
qu'elle va casser, qu'elle va coûter cher, et que au bout du compte, les économies sous-entendu de bout de chandelle que vous faites aujourd'hui, vous les retrouverez par la suite, etc. Ce qui veut dire ici que, au fond, il y a des formes, donc voilà, donc je reviens sur cette notion de réversibilité, c'est-à-dire le premier discours, c'est on ne peut plus rien faire, pour le dire un petit peu rapidement et de manière un peu caricaturale, mais qui est quand même très très présent. Et au final, quand on rentre dans l'activité, quand on rentre dans la description, il y a quand même ce jeu en permanence et donc évidemment un jeu qui n'est jamais gagné d'avance en tant que tel. À l'hôpital, alors à l'hôpital, c'est tout à fait un autre registre ici qui s'impose. C'est véritablement une sorte de frontière, mais qui n'est pas du tout que symbolique, qui est quasiment, je dirais, physique, une frontière entre ce qu'on pourrait appeler donc le monde, au fond, de la gestion et le monde de l'activité médicale au sens propre. En clair, ici, qu'est-ce que disent, c'est une expression que j'ai beaucoup aimée dans la bouche des personnes que j'ai rencontrées, c'est l'idée de au pied du lit. C'est-à-dire, c'est l'idée, lorsque je suis face au malade, il n'y a plus de comptabilité, il n'y a plus de T2A, il n'y a plus de compte à rendre, seul le malade compte et moi, je ne regarde plus. Donc, je n'ai plus à me soucier de savoir est-ce que ça coûte ou est-ce que ça ne coûte pas. Je n'ai plus à me soucier de savoir si le reporting est bien fait, etc. C'est au fond, je suis seul. C'est le fameux colloque singulier entre le patient, entre le médecin et son patient. Et donc, j'arrive en quelque sorte à évacuer, mais à évacuer là quasiment au sens physique du terme, c'est-à-dire à faire sortir de la pièce tous ces critères qui sont par ailleurs, encore une fois, déterminants dans le cadre de la structuration de l'hôpital. Donc, au fond, ici, c'est une sorte d'affirmation que la raison médicale, pour parler comme ça, l'emporte et l'emportera toujours, en quelque sorte, sur la raison gestionnaire. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'elle n'existe pas. Mais comme s'il y avait deux mondes, voilà, deux mondes qui étaient étanches. Pour le dire encore autrement, les mêmes personnes vous disent donc, quand je suis dans ces réunions de structure à l'hôpital, c'est la question économique qui envahit tous les propos. Quand je suis dans mon service et que je travaille, au sens de la représentation que je me fais du travail qui est de soigner les patients, j'arrive à mettre une frontière étanche et à ne plus être embarrassé ou envahi par cette question. L'autre aspect qui est tout à fait frappant dans les structures hospitalières, c'est la somme, je dirais, de ruses, voire de triches qui se mettent en œuvre pour détourner. Alors, on pense souvent à la triche la plus classique, parce qu'il y a eu pas mal en plus de documentaires, machin, qui nous l'ont raconté, qui est de faire des fausses, en quelque sorte, des faux actes. Ça existe, évidemment. Mais ce n'est pas tellement ça que je voudrais, moi, évoquer. Je voudrais en évoquer une qui est tout à fait intéressante. C'est alors, qui en ce moment, d'ailleurs, vraisemblablement, doit faire aussi l'objet de très, très fortes négociations, mais dont on ne parle certainement pas du tout à l'hôpital, qui est la triche sur la gestion des lits. Pardon. En clair, qu'est-ce qui se passe? C'est que les services hospitaliers veulent garder la maîtrise de ce qu'on appelle de leur lit, c'est-à-dire au fond, ils veulent garder la maîtrise des patients qu'ils accueillent. Il n'y a rien de pire pour un service hospitalier spécialisé par exemple en cardiologie et de voir arriver des gens qui relèvent de la rhumatologie. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, ils savent qu'ils vont avoir, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, sur les bras un patient dont en réalité ils ne vont pas, qui va occuper donc un lit relevant de leur spécialité à eux, qui est la cardiologie, et ce patient, donc la rhumatologie, qui va venir en quelque sorte occuper le lit sans avoir nécessairement les équipements et le personnel nécessaires. Donc ici, il y a une véritable lutte interne mais sourde entre les différents services pour pouvoir garder ce contrôle. Or, qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux, en particulier les hôpitaux publics, c'est que vous le savez, les services des urgences, eh bien, en fonction évidemment des situations, et là la situation que l'on connaît est l'exemple type, peuvent venir perturber. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un énorme problème et donc il faut trouver de la place. Et donc on va éventuellement placer, entre guillemets, mais ce n'est pas des guillemets en réalité, c'est placer des patients dans des services autres parce que justement, il y a de la place. Or, eh bien là, vous avez tout un mécanisme de triche qui consiste tout simplement à ne jamais faire savoir qu'on a de la place.
je vous donne la recette la plus efficace, mais ce n'est pas pour m'en moquer, hein, c'est pour montrer ces formes de résistance et de réversibilité. C'est que c'est une des raisons pour laquelle on ne fait jamais sortir les patients donc, le vendredi, parce qu'on a programmé une nouvelle intervention le lundi, et donc on ne voudrait pas, s'il y a un problème d'une nature ou d'une autre pendant le week-end, se voir imposer les patients. Qu'est-ce que l'on fait dans ces cas-là? On donne des autorisations provisoires de sortie, c'est-à-dire on dit aux patients, au fond, vous allez bien, il n'y a pas de souci, mais ce qu'on voudrait, c'est pouvoir quand même vérifier si vous allez vraiment bien. Donc, vous allez faire le test de rentrer chez vous, et puis vous allez regarder si tout se passe bien, pas de fièvre, machin de et puis lundi matin, vous allez revenir et on va valider que vous alliez bien, et là, on va vous faire votre sortie définitive, ce qui a permis de geler, puisque le lit, en réalité, est à la fois inoccupé, mais il est pas libre. Et ça, c'est un mécanisme, au fond, qui est une forme de résistance aussi à l'injonction de l'organisation hospitalière de vouloir travailler à ce taux d'occupation des lits. Évidemment, il y a de l'ordre de la rivalité classique qui a toujours eu dans les hôpitaux entre les différents services, mais c'est aussi pour se protéger d'une injonction donc extérieure qui interviendrait. Tout dernier aspect que j'évoquerai à ce propos de la réversibilité, parce que ça m'a tout à fait frappé. J'ai mené, donc vous l'avez compris, un certain nombre d'entretiens, etc., dans le monde de l'hôpital, et j'ai systématiquement, à un moment donné, évoqué la fameuse affaire Lambert. Vous vous souvenez donc de ce jeune homme qui a eu un accident de moto et qui est resté plus d'une dizaine d'années dans le coma. Je laisse de côté tous les aspects médiatico, je ne sais trop quoi. Voilà, hein. Et ce qui m'a fait frapper, c'est que j'ai été regardé, alors je n'ai pas fait une recherche très approfondie, mais j'ai été regardé s'il y a eu énormément de prises de position, y compris donc des médecins, sur faut-il le maintenir ou faut-il pas le maintenir, etc. Donc au fond, essentiellement sur un registre éthique. Et ce qui m'a tout à fait frappé, c'est qu'il n'y a pratiquement eu aucune prise de position. Alors, je n'ai regardé que dans la presse, hein. Je n'ai pas été dans les congrès, aucune prise de position sur un registre économique. En clair, je n'ai pas vu de position disant c'est une aberration, ça coûte, comme dit l'autre, un fric de dingue. Et c'est tout à fait intéressant quand on voit que les discussions sur l'hôpital sont essentiellement construites autour de ça, que là, d'une certaine manière, alors, quoi qu'on en pense. Et ce que je veux dire, c'est que ce sont essentiellement, au fond, c'est le registre éthique. Donc, je reviens à mes histoires ici d'étagères. Ici, au fond, la boîte économique, évidemment, n'a absolument pas disparu, mais il n'empêche qu'au fond, sa taille, elle, a très nettement diminué. Et si je reprends que l'affaire Lambert, on voit bien que, d'une certaine manière, la boîte éthique, si je peux l'appeler comme ça, a résisté en quelque sorte à l'évocation même de cette question économique. Et tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés m'ont dit mais c'est impossible, ce serait totalement indécent, personne ne se permettrait d'évoquer cela, et surtout publiquement. Dernier aspect, donc, qui est encore une autre perspective, et là, me semble-t-il, la raison économique, au sens donc, de l'imposition des critères gestionnaires, change complètement de statut. C'est lorsque l'économie prend en quelque sorte ce que j'appellerais une dimension morale, où l'économie devient ou redevient, je ne sais pas ce qu'il faut dire, je ne sais pas ce qui est le plus juste, légitime, ou en tout cas acquiert une certaine forme de légitimité, lorsqu'elle est perçue comme étant ce qui permet de mettre fin à l'activité. C'est-à-dire qu'ici, au fond, l'économie est perçue comme ce qui permet de fixer la frontière entre, au fond, ce qu'on pourrait appeler le raisonnable et ce qui n'est pas raisonnable. Elle permet donc de mettre fin au sens qui consisterait à dire, au-delà, eh bien, il n'est plus raisonnable de faire. Au-delà, il n'est pas raisonnable de s'investir. Alors, je vais je quitte plus de voisins, donc voilà, je vais pouvoir me libérer de mon casque, ce qui est plus agréable. Au-delà, donc, si je reprends encore mes deux catégories, qu'est-ce qui est dit? Alors, chez les ingénieurs et techniciens, c'est tout à fait intéressant parce que, tout d'abord, quand ils se placent sur ce registre-là, l'idée est de dire que, au fond, l'économie est une sorte de rappel à la réalité au sens où ça vient rappeler tout simplement ce pourquoi on travaille.
Alors ça paraît d'être une évidence, mais c'est assez intéressant quand même de souligner, c'est-à-dire de rappeler en quelque sorte aux ingénieurs, aux techniciens, eh bien, qui sont là pour vendre des voitures. C'est-à-dire que l'objet, qui ne sont pas là, au fond, pour le pur plaisir de faire de la recherche technique, etc., mais que ça vient rappeler la finalité du travail, et que la finalité du travail, c'est de faire en sorte que les voitures se vendent et une certaine, je dirais, qualité pour être vendues en tant que telles. Le deuxième aspect, c'est donc en quelque sorte, l'économie joue en quelque sorte comme une sorte d'élément de contrôle de ce que les techniciens appellent eux-mêmes une sorte de risque de dérive techniciste. Alors l'exemple qui est le plus souvent cité, c'est de dire, en tant que technicien, comme on est des amoureux de la technique, si on ne nous contrôle pas, on se met tous à fabriquer des Formule 1. Et là, évidemment, ils racontent tous l'anecdote suivante, c'est que, évidemment, nous n'avons pas, nous, et vous, donc, besoin de Formule 1. Un, ça serait extrêmement dangereux. Deux, nous ne saurions pas la conduire, et ce n'est pas du tout ce qu'on demande. On demande, je crois, j'ai pu, dans la recherche, j'avais été regarder, la moyenne kilométrique des Français est extrêmement faible, au même titre que la vitesse moyenne journalière. C'est-à-dire que donc, les gens ont des bolides entre les mains et ils font en moyenne quelque chose comme, je crois que c'est une trentaine de kilomètres par jour. Alors évidemment, ce sont des moyennes, mais bon, voilà. Donc, et ici, donc, l'économie vient rappeler ça, c'est-à-dire vient rappeler la finalité de ce travail et donc permet, et là, il y a une véritable... Donc c'est pour ça que j'appelle ça, il y a une forme de dimension morale parce que, disent les techniciens, non seulement donc on serait tenté de cette dérive techniciste, mais c'est surtout, on risquerait de se perdre. Si vous voulez, ici, l'idée qui est souvent avancée, c'est un peu comme un peintre devant un tableau, ben, à un moment donné, il faut s'arrêter. Au fond, à un moment donné, le tableau, il faut accepter qu'il soit fini. Sauf à dire, je travaille toute ma vie, et il y a des gens probablement qui font ça, je ne travaille toute ma vie que sur un seul et unique tableau en tant que tel. Mais à un moment donné, il faut bien arrêter. Et au fond, l'économie joue ce rôle-là. Il faut bien savoir s'arrêter. La voiture, à un moment donné, elle est finie. L'objet sur lequel je travaille, il est fini. À l'hôpital, eh bien, au fond, évidemment, c'est un peu différent. L'économie, là aussi, vient rappeler d'une certaine manière, avec une certaine force critique, là aussi, qui est de dire, au fond, pourquoi travaille-t-on? C'est-à-dire ici, c'est l'idée derrière, malgré tout, que faire des économies, alors que, évidemment, les médecins refusent l'idée qu'on approche aujourd'hui la santé uniquement en termes d'économie, c'est-à-dire en termes de coûts, aujourd'hui, pratiquement plus aucun médecin défend le slogan qui était très, très présent encore dans les années 60 ou 70, qui était l'économie n'a pas de prix. Aujourd'hui, les médecins disent non, c'est pas vrai, l'économie, ça a un prix, ça a un coût. Et donc, il est normal aussi qu'il y ait quelque chose qui vienne, eh bien, au fond, réguler. Et ce quelque chose, évidemment, très souvent, c'est, au fond, ils reprennent cette idée, c'est l'équilibre de la sécurité sociale. Donc, on ne peut pas non plus ne pas tenir compte d'un certain nombre d'éléments. Ça ne veut pas dire qu'évidemment, et on l'a bien vu, et vous le savez bien, vous connaissez mieux que moi ces affaires-là, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des mécontentements, des manifestations concernant l'hôpital, etc., etc. Mais c'est de dire, voilà, il y a aussi, au fond, l'économie vient mettre une limite, vient nous rappeler une limite. Pourquoi travaille-t-on? On travaille là aussi, au fond, pas que pour nous-mêmes. Et le deuxième aspect, à l'image des techniciens, c'est que l'économie vient aussi, d'une certaine manière, on va dire, limiter ce que la critique appelle très souvent l'acharnement thérapeutique. C'est-à-dire l'idée que, ben voilà, au fond, en tant que médecin, parce que je suis médecin, je chercherai, alors non pas, il ne s'agit pas ici de faire des procès d'intention en disant ils sont pervers, etc., mais c'est la critique qu'on a tous vécue de pourquoi refaire un énième examen alors que nous avons déjà fait X auparavant et que nous avons d'ailleurs toutes les radios dans la main, etc. etc. Et donc ici, l'économie vient en quelque sorte jouer ce rôle comme étant, au fond, oui, c'est pour ça que j'appelle ça une sorte de dimension, dimension morale. Et donc, de ce point de vue-là, il me semble que sur ce registre, et c'est le seul registre, me semble-t-il, où l'économie donc acquiert une certaine forme de légitimité, et donc à cette condition, peut rentrer dans la composition du travail. Et là, on aurait donc ici une forme d'équilibre qui pourrait, si je reprends encore une fois, est toujours mon idée d'étagère. Alors, je conclus juste en disant trois choses.
deux ou trois choses. Au fond, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est donc comment dire, la fragilité, d'une certaine manière, de la pertinence même de la référence à l'économie au sens, encore une fois, de la rentabilité. Alors que ça s'impose et ça écrase, encore une fois, le travail, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que lorsqu'on s'intéresse au travail, et bien, au fond, ce n'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident parce que l'économie est fondamentalement donc perçue comme étant illégitime. Et ce qui m'amène donc à ma dernière observation, ce qui me semble intéressant, c'est que l'économie, alors si je reprends au fond les termes marxiens pour le définir, au fond le fameux travail abstrait tel que le définissait Marx d'une certaine manière, eh bien paradoxalement entretient la forme du travail idéal. C'est-à-dire, ce travail abstrait, au fond, plus le travail est perçu comme dénaturé, plus il révèle aussi en lui-même cette forme idéale au travail. Et il y a, me semble-t-il, je termine là-dessus, il y a, me semble-t-il, dans le rapport au travail, quelque chose qui pour moi reste, je dois dire, un peu mystérieux, mais j'y participe pleinement. Il y a au fond comme une espèce de dépit amoureux à l'égard du travail. Au fond, c'est comme la relation amoureuse, c'est-à-dire que bien souvent, nous avons comment dire, nous savons que ce n'est pas toujours le paradis tel qu'on nous le raconte, mais on ne peut pas ne pas cesser d'y croire. Ben, au fond, il y a un même rapport au travail, c'est-à-dire que l'économie joue ce rôle aussi comme si elle activait en permanence cette espèce de forme idéale de travail dont Marx disait donc qu'il est l'essence de l'homme, et alors même que l'expérience majeure est une expérience, on va dire, contrariée, ça n'altère pas cette utopie ou cette croyance dans le travail, premièrement, et deuxièmement, non seulement ça ne n'altère pas, mais en tout cas c'est l'hypothèse que je fais, ça participe à son entretien. Donc, au fond, le travail, je dirais, ne sort pas grandi de l'épreuve contre l'économie, mais en tous les cas, ne sort certainement pas écrasé, comme on pourrait le penser quelquefois, ou peut-être trop rapidement. Voilà, je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, non, très bien, Olivier. Bon. J'ai trouvé passionnante ton intervention. Est-ce qu'il y a déjà des réactions ou des questions parmi les personnes présentes? Non. Pas pour le moment. Bon, moi, je vais en poser une. Voilà. Ce que je trouve intéressant, effectivement, dans ton travail, Olivier, c'est, comment dire, c'est que d'une certaine manière, tu es en train de révéler le rôle des acteurs au travail. C'est-à-dire qu'en clair, tu leur redonnes un petit peu, tu éclaires, je dirais, leur capacité ou leur potentialité à agir pour renverser la contradiction ou les tensions auxquelles ils sont confrontés. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus? Je pense, mais ça, ce sont des choses assez classiques dans le cadre de l'observation du travail. C'est d'abord l'opposition classique entre travail prescrit et travail réel, c'est-à-dire qu'on sait depuis longtemps maintenant que pour faire ce que l'on a à faire, si on s'en tenait rigoureusement aux consignes que l'on devrait appliquer, eh bien, on sait que le travail ne parviendrait pas véritablement à exister. Bon, donc, et ça c'est quelque chose qui a toujours existé dans le travail, et finalement, c'est aussi face à ces contraintes donc imposées par la rentabilité économique, ce sont effectivement des éléments que l'on retrouve très régulièrement. J'ajoute à cela qu'il y a à la fois donc une sorte de volonté des individus, des acteurs, donc à résister à ces injonctions, à retrouver donc ces espaces d'autonomie ou de liberté, mais il y a aussi, en quelque sorte, la capacité de s'appuyer sur des critères qui peuvent être eux aussi des contraintes. Je reviens donc dans le cadre de l'automobile. Au fond, quand les règles en matière de pollution, pour prendre cet exemple très simple, changent, c'est une contrainte qui s'impose à la technique. Il faut trouver des nouveaux moyens. Mais c'est aussi que ça va être récupéré comme une espèce, en quelque sorte, encore une fois, d'appel d'air, puisque ça me permet de faire ce à quoi je m'identifie, c'est-à-dire faire, au fond, de la technique, de trouver des nouveaux moyens. Donc, d'une certaine manière,
c'est à la fois emmerdant, si je peux parler comme ça, mais c'est excitant. Et donc, c'est là où je retrouve du travail. Mais il faut bien voir que la contrainte la norme environnementale, elle est une contrainte. D'une certaine manière, elle est une contrainte comme la contrainte économique, sauf que la première prétend s'imposer au travail et imposer au travail d'autres critères, alors que l'autre, au contraire, redonne cet espace au travail. En clair, enfin, si je vais plus loin un petit peu là dans la réflexion, euh, d'une certaine manière, euh, dans les rapports travail, on peut sortir, je dirais, du confinement, je dirais, sur l'objet même de travail. Alors c'est ça qui est un petit peu compliqué. Mais la complexité du travail aujourd'hui, on a vu qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ont révélé des phénomènes de souffrance au travail, en 2 jours et beaucoup d'autres, mais qu'en même temps, on est en train aussi aujourd'hui de travailler sur ces fameux critères de gestion, ces fameuses procédures qui s'imposent à nous, qui normalement devraient intégrer les acteurs, mais qui en réalité sont plus souvent des éléments de coercition et de réduction de l'autonomie au travail. Est-ce que tout ça, ça ne nous appelle pas à une véritable révolution, je dirais, sur le travail lui-même en soi, mais aussi sur tous les rapports qu'on établit dans l'entreprise ou l'organisation de service public, de telle manière que finalement, on redevienne des individus pleins et entiers, enfin, au sens de Marx, hein, et qui justement interagissent avec de plus en plus avec leur environnement professionnel et interviennent de plus en plus, en particulier dans les critères de gestion, sur les contenus et sur l'organisation même du travail. Ça ne devrait plus être aujourd'hui, en tout cas y compris pour prendre en compte un certain nombre d'éléments que tu as évoqués, que certains appellent rentabilité, qu'on peut aussi évoquer comme efficacité. Moi, je me bats pour l'efficacité du travail, l'efficacité du service public, et bien entendu, ça nous oblige à rentrer dans la question les questions de gestion, les questions de cadre budgétaire, etc., etc. Comment ça s'est révélé, je dirais, enfin, j'ai quelques éléments, tu as donné déjà des éléments, hein, mais pour préciser un petit peu sur ces questions-là. Alors, d'abord, je crois que il y a deux choses. Me semble-t-il, donc je vais prendre d'abord la dernière chose. Encore une fois, la question de la rentabilité n'est pas nécessairement objet, je dirais, de refus absolu, parce que, encore une fois, quand je le disais, bon, je n'ai pas évoqué, mais dans l'automobile, ce qui est tout à fait clair, bon, pour dévoiler des secrets de polichinelle, j'ai travaillé chez Renault. La grande découverte, entre guillemets, et j'ai travaillé avec des gens qui avaient aujourd'hui, à l'époque, qui avaient entre 40 et 50 ans pour une grande partie d'entre eux, c'est-à-dire donc qui ont connu des évolutions, qui ont une histoire. Pour eux, le grand choc, c'est au milieu des années 80, lorsqu'ils réalisent que potentiellement Renault peut faire faillite. Parce que Renault fabrique des voitures qui sont plus coûteuses à fabriquer que ce que ça lui rapporte. Et que Renault ne tient à cette époque, disent-ils, mais c'est confirmé par plein d'autres choses, ne tient que parce que c'est une entreprise nationale qui est financée par derrière. Donc ici, l'idée donc c'est pour ça que la légitimité, elle peut aussi exister, c'est-à-dire qu'on on ne peut pas complètement travailler à perte, etc., quand bien même on serait un symbole, etc., etc. Donc ça, c'est quand même, me semble-t-il, extrêmement fort. Donc ça veut dire que cette notion n'est pas en tant que telle, je dirais, effectivement, c'est pas qu'un gros mot, d'une certaine manière. En revanche, en revanche, ce qui est évidemment contesté, c'est lorsque ça devient le seul et unique critère, au risque, encore une fois, de détériorer le travail, de lui faire perdre son sens et d'avoir le sentiment que c'est ça le seul et unique élément de jugement, d'intervention, d'évaluation, etc. Donc ça, je crois que c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, bon, oui, moi, au fond, toutes ces descriptions mettant en avant la question de la souffrance au travail, de la pénibilité du travail qui n'a pas de sens, etc. Je dirais, pour moi personnellement,
La difficulté que j'ai avec ces approches, c'est qu'elles ne sont valables, si je peux m'exprimer comme ça, mais c'est un peu raide de le dire comme ça, elles ne sont valables que si on prend en compte aussi des autres aspects. Le travail n'a jamais été monolithique. Le travail n'a jamais été fait d'un seul bloc. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de souffrance, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de pénibilité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de non-sens, mais de réduire le travail à cette seule dimension, c'est, me semble-t-il, au fond, donner beaucoup trop de crédit à ce qu'on pourrait appeler des logiques de système ou d'organisation qui s'imposeraient naturellement et qui viendraient étouffer. Or, heureusement, évidemment, mais ce n'est pas la peine de l'ajouter, mais parce que ça va de soi, heureusement, c'est jamais ça. C'est jamais comme ça, parce que ça résiste, ça conteste, ça se modifie, et puis parce que ça ne marche pas nécessairement, etc. Donc, il n'y a jamais véritablement, je veux dire, une emprise à ce point d'un mécanisme qui viendrait s'imposer. Voilà, ça ne, c'est pas vrai d'une certaine manière. C'est pas vrai. Donc, effectivement, il y a des formes à la fois de micro-résistance, mais qui ne sont pas que des micro-résistances, qui sont des capacités de faire valoir, de faire entendre des points de vue, etc. Alors, dont il faut évidemment regarder selon les périodes où il va y avoir, je dirais, plus ou moins de marge de manœuvre donnée aux individus. On peut peut-être supposer que si on prend le cas de l'hôpital, eh bien, il va y avoir une approche sensiblement différente. Je suis d'une prudence de Sioux, je ne présage de rien, mais une approche sensiblement différente avec cette crise dans la manière d'organiser l'hôpital, de gérer l'hôpital, etc. Mais concernant l'hôpital aussi, on ne peut pas dire que les dysfonctions de l'hôpital sont uniquement pour des questions financières. Il y a aussi des questions d'organisation, incontestablement. Quand je relatais ces rivalités de services, ça fait aussi partie des choses qui peuvent avoir aussi des conséquences en tant que telles. Est-ce que éventuellement tu as, comment dire, euh, développé, je dirais, un regard critique de la même manière sur les évolutions que nous vivons dans l'enseignement supérieur aujourd'hui et regarder comment la figure des acteurs de l'enseignement supérieur euh, réagit. Parce que souvent, on a présenté le monde académique comme un monde ayant une autonomie extraordinaire. Je trouve que cette autonomie, malgré la loi, la fameuse loi NRU, est combien mise à mal avec justement une intervention assez extraordinaire dans les dernières années de l'agent économique et des contingences militaires et autres. Alors, moi, je trouve que sur l'université, ce qui est compliqué, c'est que moi, il me semble que de plus en plus, il y a deux univers qui se dissocient de plus en plus. Il y a l'univers de l'enseignement, qui incontestablement n'est pas très bien traité, pour ne pas dire maltraité, et ça se traduit évidemment par les postes, les machins, les bidules, etc. Et il y a l'univers de la recherche, qui lui, au contraire, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il est assez bien traité. Je ne dis pas qu'il est très bien traité, mais il est assez bien traité, au sens où, par exemple, on n'a pas le sentiment qu'il y ait de limites, comme il y en a pour l'enseignement, budgétaire. Il y a, pour parler de Bordeaux, puisque c'est un univers qu'on connaît bien, si on regarde du côté de la recherche, il y a incontestablement, il y a des financements, il y a des projets qui se montent, on peut en penser ce qu'on en veut, on peut en être d'accord ou pas d'accord sur la course, comme disent certains, la course à l'armement, mais il n'empêche que, et là, il y a un véritable espace de respiration, il y a un véritable espace d'opportunité. En revanche, effectivement, l'énorme parent pauvre et la dernière loi, je ne sais pas ce qui va en ressortir, etc., le montre très bien, parce qu'au fond, ce n'est pas une loi sur l'enseignement supérieur, c'est une loi sur la recherche qui dit on veut rentrer dans la compétition, on met les moyens, et il va y avoir des moyens parce qu'ils existent, et ils sont affichés, on ne peut pas dire que ça n'existe pas, mais qui ne vont pas aller du côté de l'enseignement. L'enseignement, de ce point de vue-là, est le parent pauvre de ça. Donc, je crois, je crois, beaucoup plus compliqué de ce point de vue-là, parce qu'il y a vraiment cette dissociation très, très forte qui se fait à ce propos. Après, oui, alors après, mais ça, c'est l'emprise de la gestion, mais c'est sous l'autre versant, pardon, c'est effectivement, alors là, c'est absolument, et Bordeaux en est peut-être là aussi un très très bon exemple, c'est
effectivement, la mainmise des normes gestionnaires, comptables, etc., etc., la lourdeur administrative et bureaucratique, mais qui n'est pas, là, je ne sais pas si elle est liée à des questions strictement économiques. Alors je ne connais pas suffisamment bien, mais je serais assez prudent. Par contre, ce qui me frappe, c'est, moi, ça fait 10 ans maintenant que je suis à Bordeaux. J'ai vécu la fusion des trois universités. Elle s'est accompagnée d'une emprise de la gestion et des critères gestionnaires de manière absolument je ne sais même pas comment le qualifier, quoi, qui est incontestable, mais qui n'est pas toujours lié à des problèmes uniquement de rentabilité. Je crois qu'il y a, je ne suis pas toujours sûr que ce soit les critères strictement de rentabilité. Est-ce qu'il y a des questions autres que les miennes? Marie. Je vais te dire, moi j'ai beaucoup de mal à formuler une question parce que c'est absolument pas méchant, ni l'un ni l'autre, tu vois, ni le travail, ni l'économie. Donc j'ai beaucoup de mal à arriver à formuler clairement une question. Donc je tourne ça dans ma tête, mais bon, je peux essayer quand même de formuler ça. Je peux essayer de formuler ça justement par rapport à l'enseignement. Quand on réduit des heures d'enseignement, je le vois avec ce qui est en train de vivre la formation des maîtres. Bon. Quand on réduit des heures de formation, on ne peut plus dire et toi tu parlais, Dominique, d'efficacité du travail. Le travail des formateurs devient de moins en moins efficace. Quand on réduit ces heures de formation pour des impératifs économiques, parce qu'il y a de plus en plus de maîtres à former et on veut avoir de moins en moins de formateurs, ça coûte cher. Et ces heures de formation bien faites, ça coûte cher aussi. Quand on réduit ces heures et quand on réduit leur portée, le travail est beaucoup moins efficace. Donc là, on peut dire que l'économie intervient, l'impératif économique intervient sur le travail, parce que les enseignants, les formateurs eux-mêmes, les enseignants sont eux-mêmes aussi contraints de faire, par exemple, j'exagère pas, hein, de faire ce qu'ils faisaient en, par exemple, 60 heures, de le faire en 20 heures. Donc là, il y a une efficacité, il y a tout un contenu qui est soumis aux impératifs économiques. Bon, voilà. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à... Enfin, si je prends cet exemple, c'est parce que je ne rentre pas tout à fait dans vos conclusions, Monsieur Cousin, l'économie peut parfois peut aider le travail à se développer ou à se recomposer. Enfin, bon, voilà. Non, ce n'est pas tout à fait ça que j'ai dit. Moi, je suis d'accord, je ne conteste pas du tout votre observation et ce que vous dites. Ce que je veux dire, c'est que l'économie peut parfois prendre un autre sens, y compris d'ailleurs, et ce que vous dites, me semble-t-il, je dirais, c'est pas que je veux récupérer, mais n'est pas contradictoire, c'est qu'au fond, l'économie vient rappeler justement une sorte d'attachement au travail. Au fond, pourquoi on est malheureux de faire en 20 heures ce qu'on faisait en 60 heures? Si on laisse de côté les enjeux, hein, évidemment, vous allez me dire, c'est un peu compliqué. Mais imaginons qu'au fond, qu'il ne s'agisse que de vous, qu'il n'y ait pas d'enjeu en termes de formation. Donc, si vous acceptez mon scénario, pourquoi on serait malheureux de faire en 20 heures ce qu'on peut faire en 60 heures? Pourquoi on est autant attaché au travail? C'est ça que je veux dire. Et moi, le premier, j'y suis. Donc, c'est pas quand je pose cette question, c'est pas une critique. Ce que je veux dire, c'est que voilà, je pense que l'économie, ces contraintes économiques dont je ne dis pas, donc je ne suis pas en train de faire l'apologie il faut souffrir pour être heureux. C'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que ce qui est tout à fait frappant, c'est que ça ne cesse en quelque sorte de venir rappeler une forme d'attachement. C'est pour ça que je parle de dépit amoureux. Nombreux d'entre vous, d'entre nous, constatent des formes de dégradation dans le travail, constatent que c'est plus compliqué, c'est plus exigeant, c'est plus fatigant, etc., etc., etc. Ça ne fait perdre pas, j'ai presque envie de dire, la foi dans le travail.
Et moi, je suis tout à fait frappé. Voilà, c'est ça, c'est ça que je veux dire. Je veux dire. Il y a quelque chose qui est quand même dont on peut s'attarder. Au fond, on est hyper attaché au travail, on est dépendant, mais pas dépendant unique. Et c'est pas pour des questions uniquement de salaire. On a une forme de dépendance au travail qui est, je trouve, tout à fait remarquable au sens littéral du terme. Après, on peut dire, alors certains diraient on est aliéné. Bon, moi je ne suis pas convaincu. Je pense que parce qu'on en a une représentation, on en a un attachement. Parlons, bon, ben, vous êtes dans la formation, moi aussi je suis. Tous nos enfants, je dis ceux qu'on forme et les nôtres en propre, rêvent d'un travail épanouissant. C'est très rare de rencontrer quelqu'un qui ose vous dire je m'en fous de mon travail, ce qui m'importe c'est le salaire. C'est pas vrai. Les gens y tiennent rarement. Il y en a, hein. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est rare que les gens tiennent. Par contre, des gens qui arrivent à tenir au travail en vous disant je ne suis pas super bien payé, mais ce que je fais, ça m'intéresse, ça, il y en a énormément qui tiennent. Vous voyez, donc voilà, c'est ça, moi, c'est ça que j'ai envie de soulever à la fin, mais c'est tout, c'est un constat. Et encore une fois, je ne suis pas masochiste en disant il faut plus vous taper sur les gens, plus ils seront heureux. Ce n'est pas du tout mon propos. Si je peux me permettre un commentaire, enfin, je veux dire, je trouve que ce que tu évoques là est tout à fait important, y compris pour le mouvement ouvrier et pour les acteurs sociaux en général, sur la façon de sur le rapport qu'on établit au monde du travail. Moi, je suis assez. Il y a eu pendant les années 70-80, vous savez, l'idée, pour bien vivre et pour être heureux, on s'expatrie dans le Larzac, on s'expatrie en Ariège pour aller élever des moutons, etc. Mais on y va quand même pour faire quelque chose. Voilà, on ne sort pas de l'usine, on ne sort pas du service public pour ne rien faire. Donc, ça veut dire que quelque part, on sous-estime, et je crois que c'est important que tu l'évoques, on sous-estime complètement l'attachement au travail, l'attachement à cette activité humaine, justement, dans laquelle on se réalise quelque part, ou en tout cas, on réalise une partie de notre humanité. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que revenir sur la complexité de ces rapports qu'on établit est tout à fait important pour redonner, je dirais, du sens et de l'efficacité, y compris au combat syndical ou au combat politique, pour prendre ces exemples-là. Parce qu'il me semble que moi, je vois la communauté universitaire, je la pratique depuis une cinquantaine d'années maintenant, commence à faire beaucoup, et j'ai toujours aimé ce monde. Enfin, je veux dire, j'ai toujours aimé cette communauté, même si j'ai eu des débats où il y a eu des luttes, on a eu des combats assez rugueux, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a toujours, dans la majorité de cette communauté, il y a un attachement, je dirais, sur des points, des présupposés très divers, hein, mais en tout cas, il y a un attachement à l'institution et au rôle social que joue cette institution. Et donc, on fait un petit peu des fois des sacrifices au nom de cet attachement, où on se résigne à des conditions de travail dégradées ou à des difficultés que l'on peut rencontrer. Et nous, je crois que si on a envie de contribuer à une transformation progressiste, je dirais, de ces institutions, il faut qu'on soit un petit peu plus regardant sur justement ce que les acteurs investissent dans leur travail et dans leur réussite de ce travail. Parce que quelqu'un qui est en échec par rapport à des résultats attendus ou autres, c'est ce qui génère souvent la souffrance. C'est moins la répression qui existe que le sentiment de la frustration qui naît justement de l'impossibilité de réaliser des objectifs. Alors souvent, on peut critiquer les questions d'encadrement où les objectifs peuvent être trop élevés au regard des capacités et où insuffisamment on évoque les conditions matérielles dans lesquelles on met en œuvre, je dirais, ces objectifs. Donc, mais au-delà de ça, effectivement, pour redonner un petit peu de la propulsion, enfin en tout cas redonner de l'énergie et dépasser, je dirais, ou en tout cas retourner, comme tu l'as évoqué, parce que cette notion de réversibilité, moi je trouve que c'est tout à fait passionnant et intéressant. Patrick Thor l'évoque un peu dans ses travaux de façon tout à fait intéressante, et c'est des choses qu'il faut qu'on s'approprie parce qu'elles nous permettent de rebondir dans ces moments de crise. Là, aujourd'hui, on est dans une situation où
on prend des coups, je dirais, presque quotidiennement. On a le moral dans les chaussettes. On se dit comment on va sortir un peu de la peur ambiante et de ça. Et il me semble que d'une certaine manière, moi j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Et je fais comme de la même manière que j'avais apprécié le travail de Gaulle-Jacques ou de Goury, mais tu vois, il y a des choses passionnantes qui se font aujourd'hui qui nous aident à redevenir des acteurs, mais des acteurs complets quoi, par rapport aux enjeux auxquels on est confronté. Et Friot, de ce point de vue, nous apporte énormément alors sur un champ aussi dans le monde du travail pour restituer, je dirais, aux acteurs du travail leur pleine souveraineté. Quoi. Et donc, c'est vraiment des enjeux tout à fait passionnants qui nous libèrent aussi simplement d'une vision réductrice du rapport qu'on peut avoir autour de la question de l'exploitation. Elle existe, l'exploitation, elle continue à exister, évidemment. Mais la question, c'est que comment on redonne de l'autonomie, je dirais, à tous ces acteurs. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, une partie des travaux de François Dubé ont été assez passionnants sur les questions de l'individu, par exemple. Enfin, je veux dire que lui, c'est pas comme ça qu'il le type de ses travaux, mais en tout cas, il allait dans cette direction-là, et ça, de ce point de vue-là, c'était un apport qui n'a pas forcément été toujours reconnu, hein, parce que bon, après, il y a eu certaines prises de position politiques qui ont perturbé ça, mais pour revenir à son travail scientifique proprement dit, il y a des choses passionnantes aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou un commentaire Il me semble qu'il y a Anne qui souhaite, mais qui ne savait pas comment activer. Ah, d'accord. Eh bien, Anne. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Oui, oui. Alors, ma remarque est compliquée parce que je ne saisis pas tout du débat. Dominique a en partie parlé de certaines choses, notamment il a fait référence à Bernard Friot, parce que par rapport à notre rapport au travail, qui est un rapport, je dirais, simple d'être au monde, quoi, hein, finalement. Au départ, l'être est agissant et on a tous envie de participer aux choses qui nous entourent et de les faire fonctionner. Moi, ce qui m'a surpris, mais alors j'ai peut-être mal compris à un moment donné votre propos, hein, et je m'en excuse par avance, c'est cette histoire que l'économie, le rappel de l'économie pourrait être éthique dans les desiderata des gens qui travaillent et qui voudraient presque fonctionner d'une façon autonome et sans penser à tout ça. Moi, je reste, enfin, ça m'étonne comme pensée parce que je pense que la plupart des gens, quand ils bossent, ben, ils savent très bien qu'ils ont leur désir, ils ont leur désir de fonctionner. Un technicien a envie d'aller plus loin dans son raisonnement, dans la mise en pratique, dans l'élaboration des choses. Et un médecin, il a envie de soigner son patient, au même titre que l'aide-soignante, hein, d'ailleurs, en passant. Mais je ne pense pas qu'à ce moment-là, par rapport dans la comparaison des deux univers, je pense qu'il y a quand même à un moment donné quelque chose qui est foncièrement différent dans ce qui est le rapport aux gens et dans ce qui est le rapport à un objet comme l'automobile où justement l'objet automobile, c'est quelque chose de très particulier, quoi. Hein, voilà. Est-ce que je me suis claire ou pas? Oui, tout à fait. Mais comment dire? Je crois que ce que j'ai essayé de dire, donc là où j'ai pas été assez clair, c'est, bon, je dis spontanément, pour le dire de manière très simple, spontanément, quand on évoque cette question de l'économie à travers donc ces dispositifs qui relèvent donc de la rentabilité et qui s'incarnent par tous les outils de gestion, c'est le premier sentiment majeur qui ressort en quelque sorte, c'est ce qui m'empêche de faire mon travail. C'est pour ça que j'ai insisté sur cet aspect qui est, dans ces cas-là, l'économie est perçue comme étant illégitime. Moi, j'avais été très frappé, parce que ça revient dans beaucoup de propos, avec cette idée, en quelque sorte, le pur et de l'impur. Ce qui serait pur, c'est justement ce qui serait débarrassé de ces aspects, et ce qui est impur, c'est justement l'économie, parce que ça vient donc parasiter mon travail. Donc ça, c'est le premier
grand ordre de registre qui est donc de mettre à distance, de délégitimer l'économie en tant que telle. Et ce que je voulais dire donc dans ce dernier point, c'est que l'économie, y compris au sens donc de la rentabilité, n'acquiert une forme de légitimité lorsqu'elle occupe une autre dimension que j'ai appelée donc ici une dimension morale, au sens où je veux dire où ça peut aussi donner du sens au travail. Et donc c'est pour ça que j'évoquais cette image du peintre. Au fond, le peintre, s'il n'a aucune obligation, alors évidemment, je raccourcis, le peintre ou le sculpteur ou l'écrivain ou le musicien, tout ce que vous voudrez, peu importe ici, s'il n'a au fond aucune contrainte d'aucune nature, il n'y a pas de raison que son roman, que son partition, que sa sculpture, que son tableau, tout ce que vous voudrez, s'arrête, parce que je peux toujours faire mieux, je peux toujours enlever, rajouter une virgule, un verbe, changer le ton, mais c'est justement peut-être là où je m'étonne, parce que c'est comme si vous mettez l'économie à la place de la société. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'écrivain il veut rencontrer un lecteur, le sculpteur veut être regardé, et ce n'est pas forcément sur un plan économique. Il veut vivre en société. Et l'autre qui lui impose sa sortie de son antre, c'est le monde. Je ne dis pas que seul l'appât du gain, pour le dire rapidement. Non, c'est la subsistance. Non, mais je ne dis pas que c'est le seul. Ce n'est pas ça que je dis. Ce que je veux dire, que ça rentre au fond. Ici, l'économie peut avoir une forme de légitimité parce qu'encore une fois, elle permet aussi, c'est pour ça que je pense qu'il y a une dimension morale, elle rentre dans les critères qui permettent de mettre fin avec cette idée, est-ce que c'est raisonnable? J'ai été encore une fois tout à fait frappé des techniciens qui eux-mêmes disent, eh bien, si on n'a pas, au fond, cette contrainte, et y compris donc du coup, parce qu'on va démultiplier les tests, démultiplier les recherches, etc. Si on n'a pas cette contrainte, il y a un risque qu'on se perde dans notre travail. Alors donc, évidemment, moi, je ne décris que le travail marchand. Donc, c'est pour ça que mon analogie avec le peintre ou le sculpteur, etc., a sa limite parce qu'on n'est pas nécessairement que là-dedans. Donc, vous avez raison. Le peintre qui finit son tableau, c'est qu'il a envie aussi de le montrer, de le partager. Ce n'est pas que parce qu'il veut le vendre, parce qu'il y a bien des gens qui font de la peinture pour leur plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est que l'économie va rentrer au fond dans cette, j'avais presque envie de dire, cette économie au sens de ce mécanisme, et c'est ce qui peut permettre aussi, donc ça donne aussi du sens au travail. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que je ne dis pas que, donc, quand je dis ça, que je me fasse bien comprendre, je ne dis pas qu'il n'y a que l'économie qui donnerait du sens au travail, c'est que jusqu'alors, elle est exclue d'une certaine manière de mon univers de référence, et elle peut rentrer malgré tout, elle peut donner du sens parmi d'autres au travail lorsqu'elle vient rappeler que je fabrique des automobiles parce qu'il y a une utilité sociale à avoir une automobile. On peut être contre ou pour l'automobile, ce n'est pas mon propos, mais je veux dire, je fabrique mon entreprise, elle a du sens, et son sens, c'est aussi de vendre des voitures, parce que si elle ne vend pas des voitures, mon entreprise, elle s'effondre, elle s'arrête. Mon hôpital, il a aussi à prendre en compte des équilibres au sein d'une société qui va s'incarner en France avec la question de la sécurité sociale. On peut toujours discuter de savoir s'il faut financer plus ou pas, s'il faut ponctionner plus sur les impôts. Mais il n'empêche qu'il y a un moment donné, on définit collectivement, voilà. Et c'est ça ce que je veux dire, c'est que l'économie rentre là-dedans. Donc du coup, c'est là où je dis, encore une fois, elle acquiert une forme de légitimité. Ça ne veut pas dire que il est bien de limiter le budget de l'hôpital, ou il est bien d'empêcher le technicien de développer son carburateur. Ce n'est pas mon propos. Voilà. D'accord, ok. Non, mais c'est tout à fait important. C'est vrai que c'est un point de vue un petit peu, en tout cas complètement nouveau pour moi. Je trouve ça intéressant parce que le fait que l'économie ou la gestion abîme le travail, ça, on le sait. Mais ce regard un peu nouveau qui réintroduit l'économie sous cet angle-là, franchement, enfin pour moi, j'avais pas pensé une chose comme ça. Donc ça m'interroge, ça m'intéresse. Moi, ce dont j'ai peur, oui.
Ce dont j'ai peur, c'est que c'est un peu l'histoire de les gens qui idéalisent tout dans le monde du travail, qui voudraient faire tout et n'importe quoi, et il y aurait le principe de réalité qui serait l'économie. Je pense que la majorité des gens ne vivent pas ça, quoi. Non, mais il ne s'agit pas d'être La dichotomique. majorité des gens qui travaillent, Non, mais d'abord. je suis d'accord, mais il ne s'agit pas d'être dichotomique. Il s'agit de dire que voilà, ça peut acquérir, encore une fois, ce n'est pas le seul et unique, ce n'est pas de dire que l'économie, la rentabilité doit être le seul et unique moteur et qu'en dehors de vendre des bagnoles, le monde n'a pas de sens. Ce n'est pas du tout ce que disent, ce n'est pas mon propos, ce n'est pas ce que disent les individus. Ce qui est, encore une fois, comment dire, moi, je vais vous prendre un exemple très simple. J'ai rencontré, alors c'est quelqu'un, parce que j'avais aussi l'idée de prendre un troisième univers qui était dans le monde de la publicité, etc., etc. Et j'ai été tout à fait frappé, donc j'avais commencé à faire, puis bon, pour des raisons multiples et variées, mais peu importe, je n'ai pas été plus loin. Quelqu'un qui raconte la chose suivante, qui dit, eh bien, au fond, ce qui est assez banal, je crois, qui dit, si je n'ai pas de contraintes, à un moment donné, eh ben, au fond, mon travail devient beaucoup plus compliqué. Et c'est parce que aussi j'ai des contraintes que j'arrive d'une certaine manière à être créatif. Alors, il ne s'agit pas, encore une fois, de tomber dans le masochisme. Ce n'est pas mon propos. C'est de dire que là, on a quelque chose qui va donner une autre place à l'économie qui, encore une fois, pour moi, a cette dimension morale. Je ne dis pas que c'est la seule chose et je ne dis pas que cette personne ne peste pas tous les matins en disant je ne peux pas faire correctement mon boulot parce qu'on me demande de le remettre avant même que la commande soit passée, parce que je n'ai pas les moyens nécessaires, parce que je suis, etc. etc. Si vous voulez, l'un n'empêche pas l'autre. C'est l'image que je prenais tout à l'heure. En s'intéressant au travail, ce qui est intéressant, c'est aussi d'essayer de faire varier la focale, de tourner autour du travail. Et à un moment donné, on voit que l'économie, elle peut avoir aussi quelque chose qui est d'une autre nature. Mais en disant cela, ça n'empêche pas le premier. Voilà, pour moi, qu'on comprenne bien ça. Juste une précision, si je comprends bien, à la limite, libérons l'économie de la logique capitaliste et ça permettra évidemment d'avoir un rapport à l'économie différent de celui qu'on connaît. Je veux dire, moi je le pose comme ça, c'est brutal. Moi, je pense que c'est une bonne façon. Tu as raison, Dominique. Oui, mais bien sûr. Bien sûr, si on le dit comme ça, voilà. Mais ça n'empêche que donc ça rentre dans le travail et cette dimension, encore une fois, cette dimension au fond, cette notion d'utilité. Voilà, cette notion d'utilité. Alors évidemment, quand on est dans le secteur marchand, la notion d'utilité, elle est aussi, c'est le fait qu'il y ait des gens qui, à un moment donné, vont être intéressés par le produit que je fais et qui vont l'acquérir. Et que si je travaille pour un truc qui ne trouve pas sa place sur le marché en tant que tel, eh bien, ça remet aussi en cause mon travail, l'utilité de mon travail. Donc, c'est ça aussi. Mais effectivement, donc si on le dit comme ça, je suis tout à fait d'accord. Donc, si la seule notion de rentabilité pour la rentabilité est présente, ce n'est pas acceptable. Voilà, en fait, j'aurais peut-être dû comme ça. C'est à partir du moment où l'économie prend une dimension morale, elle devient acceptable. C'est ça que j'ai voulu essayer de dire. Ce qui se passe d'ailleurs dans l'industrie aéronautique aujourd'hui éclaire bien un petit peu les enjeux que tu as évoqués. Parce que aujourd'hui, c'est où l'aviation change complètement de paradigme, enfin en tout cas modifie sa manière de faire tourner les avions, où l'aviation disparaît. Enfin en tout cas, il y a des secteurs entiers de l'aviation qui risquent de disparaître, quoi. Alors après, au-delà de ça, je veux dire qu'il y a aussi quand même utilisation dans certains contextes, justement des acteurs économiques capitalistes en particulier, qui utilisent ces périodes justement pour aller toujours dans un sens de, comment dire, dans le sens de leurs intérêts propres et spécifiques. Hein. Bon, ça s'appelle la lutte des classes, mais en tout cas, il faut aussi ne pas le perdre de vue, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on peut libérer Olivier et puis peut-être dire à un autre rendez-vous? Est-ce que Olivier, tu peux nous donner quelques références en plus de ton livre, bien sûr, hein, que je remonte? Est-ce que tu peux nous donner quelques auteurs ou quelques références qui peuvent nous aider à poursuivre notre réflexion sur les sujets que tu as évoqués? Là maintenant? Ton livre, bien sûr. Hein. Allez, tout de suite. Là maintenant, tout de suite, c'est un autre.
Alors moi, il y a une jeune auteure que j'ai lu récemment, un livre qui m'a vraiment, vraiment, vraiment passionné. C'est une jeune femme qui s'appelle Giulia Manceretti, je crois, qui est un livre qu'elle a publié aux éditions de la Découverte sur les métiers de la mode. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'elle a travaillé sur, c'est essentiellement des femmes, qui, en fait, alors sont pas dans comment dire, dans le vedettariat. C'est les mannequins, je dirais, de l'ombre. C'est des maquilleuses de l'ombre. Et en fait, elle s'intéresse à cette sorte d'énigme qui est des gens qui savent qu'ils sont objectivement exploités, puisqu'ils sont quasiment pas payés. Et ils sont payés que de manière symbolique. Et elle s'intéresse à essayer de comprendre comment on peut accepter ce type de situation. Et l'analyse qu'elle propose est, moi je trouve, extrêmement intéressante parce que là aussi, elle sort de la simple lecture en termes d'aliénation, au fond. Elle dit, oui, il y a une forme d'aliénation parce qu'il y a un truc qui est bizarre, mais en fait, il y a aussi les bénéfices que retirent symboliquement ces individus qui sont extrêmement importants et à tenir en compte. Donc, si tu veux, je t'envoie les références de ce bouquin de cette personne. Elle travaille en France, elle est donc anthropologue et elle pourrait être intéressée de présenter son travail. Et son travail est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement intéressant, très, très fin et c'est une analyse donc ethnographique très, 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 très intéressante. C'est un des très bons livres que j'ai lus récemment sur le travail à la fois descriptif et analytique et original, je dirais. Ok. Écoute, merci beaucoup. Oui. Merci. De rien. Puis, je reprendrai contact avec toi. Oui. Peut-être qu'on poursuivra peut-être à plusieurs voies, parce que ces questions du travail sont à la fois problématiques, mais en même temps, il y a beaucoup de questions qui émergent, peut-être plus que d'habitude, qui reviennent sur la scène publique, et donc ça serait intéressant qu'on poursuive d'une manière ou d'une autre ces rencontres, quoi. D'accord, mais pas de souci. Puis je te communique les coordonnées de Razmik Keshour. Ah oui, super. Voilà. Je te remercie beaucoup. De rien. Je te remercie pour ceux qui ont fait l'effort de participer ce soir. Et de toute façon, je mettrai en ligne rapidement l'intervention d'Olivier et à votre disposition. Et donc, vous pourrez faire savoir aussi, la faire partager autour de vous. Merci beaucoup. Très bien. Et à bientôt. Et à bientôt. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir.